Bonsoir à tous, bonne année et bienvenue, c'est l'info du vrai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour 1h30 d'actualité en direct sur Canal+. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous consacrons l'intégralité de notre émission à la vaccination contre le coronavirus. Tout le monde se plaint de la lenteur et le ministre Olivier Véran nous a promis un coup de fouet cet après-midi. Première partie intitulée « Vaccin, une embrouille et ça repart ». Dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur la bureaucratie sanitaire française, mais aussi le bilan des fêtes de fin d'année sur fond de zizanie politique. Bref, vaccin au pays du parapluie. Mais tout de suite, comme d'habitude, notre premier reportage. Le virus est donc là, on ne parle que de lui et en particulier de la vaccination. Une question demeure. Pourquoi cette apparente lenteur? Olivier Véran promet une accélération du mouvement depuis cet après-midi. Julie Patin. Dans le nord de la Belgique, la plus grande usine Pfizer, qui fabrique le seul vaccin autorisé par l'Union européenne. Chaque semaine, 500 000 doses doivent partir pour la France dans ces camions. Un approvisionnement pour l'instant réussi. Mais nous aurons 1 million de doses disponibles d'ici la fin de semaine. La vaccination se poursuit de façon progressive avec une chaîne logistique que nous devons absolument respecter. 1, pour ne pas gâcher de doses. 2, pour ne pas faire l'impasse sur la sécurité absolument indispensable pour pouvoir réaliser cette campagne vaccinale dans de bonnes conditions. Ce vaccin Pfizer-BioNTech est très contraignant. Il doit être transporté et stocké à moins 80 degrés, sous peine de perdre son efficacité. Vous avancez pas. On va faire un contrôle de la température, savoir s'ils sont bien restés à moins 80. Une fois que ce contrôle est fait, on va sortir l'ensemble des flacons. On va évidemment contrôler la quantité, bien sûr, les numéros de l'eau. Et on va immédiatement stocker ces flacons dans notre congélateur à moins 80 degrés. Dans chacun de ces petits cartons, 1000 doses de vaccin qui sont envoyées vers les lieux de vaccination. Ce carton voyage, la température à l'intérieur du carton va être entre +2 et +8. Donc là, les flacons vont être décongelés, commencent à se décongeler d'ailleurs, et seront utilisables pendant 5 jours. La vaccination a commencé le 27 décembre. Premier public visé, les personnes âgées dans les EHPAD. Et depuis aujourd'hui, le personnel soignant de plus de 50 ans. La première semaine en France, seulement 500 personnes ont été vaccinées, bien loin de nos voisins européens. L'Allemagne, par exemple, a mis en place des vaccinodromes géants. Pas question d'adopter cette méthode en France, mais le ministre de la Santé promet tout de même une accélération, avec des centres de vaccination pour les soignants dans les hôpitaux, comme ici à Paris. Aujourd'hui, les médecins qui travaillent, et je les remercie énormément, ainsi que les infirmières et l'ensemble du personnel administratif, qui ont réussi à déployer 5 box parallèles pour accueillir des soignants qui viennent sur rendez-vous, me dit qu'ils sont capables de réaliser déjà plusieurs centaines rien que dans ce centre de vaccination de soignants par jour. Ils seront au-delà de 1000 vaccinations par jour d'ici à la fin de la semaine. Des centres comme celui-ci, ils s'en développent un peu partout sur le territoire national. Ce soir, c'est environ 27 centres qui disposent de vaccins et qui ont pu commencer à vacciner les soignants. D'ici demain soir et mercredi, nous multiplions par 4 le nombre de centres, ce qui fait qu'il y aura une centaine d'hôpitaux qui offriront la vaccination à leurs soignants ainsi qu'aux soignants de ville. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous aurons réalisé plusieurs milliers de vaccinations dans tout le pays. Ça va monter en puissance et ça montera encore plus en puissance à partir de mercredi, jeudi, vendredi, la fin de semaine. Autre espoir pour le ministre, que l'Agence européenne du médicament autorise dès ce soir le vaccin Moderna. Déjà utilisé aux États-Unis, il a le grand mérite de se conserver seulement à moins 20 degrés. Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, le professeur Christian Bréchot, qui est virologue. Vous êtes professeur à l'université de South Florida à Tampa, aux États-Unis. Vous présidez le Global Virus Network. Vous avez dirigé l'INSERM, l'Institut Pasteur, et avez été vice-président de l'Institut Mérieux. Delphine Chaloutot est-elle pharmacienne? Vous présidez l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine du département de l'Essonne 77. 91. Très bien. Comme quoi, je ne suis toujours pas au point sur mes départements. Enfin, Jean-François Lemoine est médecin et journaliste. Vous dirigez le site internet
Pourquoi-docteur.fr est sur votre site ce soir. Covid-19, bientôt des autoprélèvements à réaliser chez soi. J'ai une première question à vous poser. On a même une polémique maintenant et une impression de lenteur. Est-ce que vous la comprenez et qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Parce que quand on se compare à nos voisins, c'est vrai que on peut être stupéfait. Christian Bréchot. Écoutez, d'abord, on vit vraiment un moment absolument incroyable parce qu'on a une accélération de l'histoire, parce qu'il y a simplement 2 mois qu'on a appris que ces vaccins étaient efficaces et très efficaces. Et on a un mélange à la fois d'une défiance, quand même, dont il faut parler. Et d'une impatience. Et d'une impatience, exactement. Alors, il faut dire aussi qu'on partage ça avec certains de nos voisins, aux États-Unis. Ça tire à boulet rouge sur le gouvernement parce que ça avance pas assez vite. Ils ont quand même eu presque 5 millions de vaccinés, mais ça ne suffit pas encore. Donc, en fait, ce que je cherche à dire, c'est qu'on doit concilier beaucoup de choses qui, à mon avis, ont joué dans le début un peu lent en France, avec une part peut-être trop importante de la défiance dans cette balance par rapport à d'autres pays où l'enthousiasme était plus fort. Et je pense que ça, on l'a ressenti quand même. Ça, c'est un climat. Ça n'explique pas le fait que, justement, on voit des Israéliens avoir déjà fait 1 million de vaccins, nos voisins allemands 240 000 personnes, les Britanniques 1 million. Alors, en même temps, on tient un double langage permanent, puisqu'en effet, il y a cette défiance française, et on se plaint que nos autorités n'aillent pas assez vite. Donc, voilà, je ne sais pas où est le juste équilibre, mais... je pense qu'il faut vraiment se dire aussi qu'il va y avoir une démonstration par l'exemple. Ça, je crois que ça a été très important. Par exemple, aux États-Unis, vous aviez seulement 50% des Américains qui voulaient se faire vacciner au début septembre. Et quand les choses ont commencé à monter, on a très bien vu la progression. Donc personnellement, j'espère beaucoup qu'on va voir cette progression également par l'exemple. Alors, j'ai 3 questions à vous poser. Vous m'avez fait passer aujourd'hui un graphique et il est très intéressant parce qu'il résume la situation sur l'utilité du vaccin. D'abord, première question, est-ce qu'on prévient bien la maladie avec les vaccins qui sont mis en place ? Voilà. Alors effectivement, il y a effectivement au moins 3 grandes questions. C'est-à-dire, premièrement, est-ce qu'on prévient les infections? La réponse, c'est les oui. Et la diapo, effectivement, est incroyable parce qu'on voit très très bien la différence entre les groupes vaccinés et non vaccinés. Et je dois vous dire qu'en médecine, on n'a pas forcément souvent des plaisirs comme ça. Ça, c'est pour les infections. Donc, pardonnez-moi, on a un vaccin extrêmement efficace contre les infections. Voilà, qui va empêcher d'avoir Covid-19, pour être clair, à 95%. Ensuite, la deuxième information, c'est que quand on a Covid-19, c'est dans cette étude uniquement dans le groupe non vacciné qu'on voit des formes graves. Donc, deuxième information, non seulement on empêche l'infection, mais il y a toujours quand même quelques personnes vaccinées qui auront l'infection. Celles-là n'ont pas de forme grave. Et on en limite donc les conséquences. Exactement. On n'a pas d'infection et on limite les conséquences. Voilà. Troisième question, est-ce que l'on sait d'ores et déjà si l'on bloque ou non la transmission? Alors voilà, ça c'est la question absolument essentielle. Et l'étude que j'ai montrée ne répond pas à ça parce que c'est trop tôt. Ouais. Alors je veux dire, on le saura quand? On le saura, à mon avis, chez nous, ça va dépendre de la vitesse de vaccination, mais à mon avis, on le saura réellement dans 3-4 mois. Mais ce que je pense personnellement, ce qu'on pense majoritairement au Global Virus Network, je pense que vu l'efficacité qu'on voit actuellement des vaccins, on va être efficace sur la transmission. Mais il faut être très clair, ça ne veut pas dire qu'individuellement, vous n'aurez pas quelques personnes qui auront rencontré le virus au moment où elles sont vaccinées, quasiment. Et donc, à ce moment-là, oui, vous verrez de temps en temps des cas de personnes. Mais globalement, on bloquera la transmission, à mon avis, mais il faut le démontrer. Je synthétise, avant de donner la parole à nos autres invités, toutes ces informations que vous nous avez données. Si je résume, il faut vacciner beaucoup, je dirais même massivement, et très vite. Absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est exactement la conclusion. Et vous qui observez ces questions depuis des années, vous nous dites on a rarement eu des produits aussi rapidement mis sur le marché et aussi efficaces. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable qu'en moins d'1 an, on soit arrivé à ça. Et je le dis d'autant plus que, personnellement, je me trompais quand on me demandait mon avis sur les vaccins. Je dirais on aura les premiers vaccins en fin d'année, ils auront une efficacité partielle, mais ce sera déjà assez utile. Ben, pas du tout. On a vu arriver des vaccins efficaces. C'est pour ça qu'effectivement, les problèmes ont complètement divergé. C'est-à-dire qu'on a dit, est-ce qu'on aura un vaccin efficace? On a vu un vaccin efficace. Après ça, on a commencé à dire, ah oui, mais attention, les effets secondaires, la prudence. C'est là, c'était logique. Mais il y a un moment où il faut y aller. Oui. Et on est arrivé à ce moment-là. Jean-François Lemoyne. Il y a deux choses qui interpellent. Bon,
on voit qu'il y a une cacophonie totale entre le ministre de la Santé et le président. Je vous l'expliquerai sans doute plus tard. Mais quand même, pourquoi on a 580 vaccinés alors que les autres sont en train de passer certains le million? Il y a deux hypothèses. La première hypothèse que moi j'avais, c'est que de dire ils n'ont pas assez de doses. Bon, on me dit qu'on a les mêmes quantités de doses si on est allemand ou français, au prorata de la population. Oui. Donc, on va pouvoir comparer. Alors, le robinet est européen. Le robinet étant... On dit qu'il y en a qui négocient quand même un peu de leur côté. Hein, certainement, mais... Puisqu'il y a certains présidents de région qui ont déjà appelé les fabricants. Donc là, c'est de dire qu'on va pouvoir voir qui vaccine efficacement ou pas. On commence à peu près le même jour, on est à 580, les Allemands sont à, je ne sais plus, 20 ou 30 000, et ils vont monter. Donc, si on a les mêmes doses, c'est pas de problème. La deuxième chose, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on a une mauvaise stratégie. Et là, il y a des choses à dire. Il y a une mauvaise stratégie parce que, comme toujours, on essaie de nous faire croire qu'on n'est pas prêt, mais enfin, ça fait quand même 6 mois qu'on sait qu'on va vacciner. Mais on a inventé et Dieu sait si j'aime les généralistes, hein, vous me connaissez, on a inventé la consultation préalable, qui est une connerie. Parce que faire une consultation 5 jours avant pour dire aux gens on va vous vacciner, pour leur foutre la trouille, c'est l'idéal. Alors qu'on peut faire tout le même jour quand on fait la grippe. On a dit, bon, les vaccinodromes, on n'en veut pas, regardez les Allemands, oui, sauf que ça a l'air de ressembler à quelque chose. Et je pense qu'on va y venir. Et troisièmement, les généralistes ont foutu à la porte les pharmaciens. Et ça, c'est pas bien. Et donc, je pense qu'on va revoir les pharmaciens arriver parce qu'on va avoir besoin des pharmaciens pour vacciner. Et que me dit ma pharmacienne? On voit qu'on est prêt. On n'a aucune difficulté à faire ça. On a tout un système d'interprofessionnalité via les CPTS qui sont des petites communautés. Qu'est-ce qu'on appelle les CPTS? Alors, l'acronyme, pardonnez-moi. Déjà qu'on vit dans un pays totalement bureaucratique. Et je déteste les acronymes, donc pardonnez-moi si je l'écorche. Oui. Je crois que c'est communauté territoriale des professions de santé. Grosso modo, on prend quelques villes les unes à côté des autres, on dit qui est d'accord pour bosser ensemble, médecin, pharmacien, kiné, on fait des projets ensemble, etc. Aujourd'hui, ces structures, elles existent. Donc, ces CPTS sont encore un petit peu embryonnaires, mais ça peut justement être ce qui fait le starting et qui fait que voilà, on la met en place, on est là et on crée soit des permanences, enfin en tout cas on s'organise entre nous. Mais quoi qu'il arrive, même en dehors de ces CPTS, l'interprofessionnalité elle existe aujourd'hui. Si le jeudi le médecin me dit la semaine prochaine j'aurai besoin de tant de doses, l'infirmière me dit j'aurai besoin de tant de doses, ça veut dire que le jeudi moi je passe ma commande, le lundi matin tout arrive. Et on est prêts tous pour la semaine à vacciner. Donc en fait, tout le monde est en train de nous dire que le ministre de la Santé, pardonnez-moi, nous annonce aujourd'hui que mercredi, on en sera à un peu plus d'1 million de doses. Vous nous dites tous qu'on a un vaccin qui est efficace. Très bien. Donc on a envie de se dire, mais il faut y passer tout de suite. Est-ce qu'avec ces 5 jours, on n'est pas déjà victime de la pression des anti-vaccins? Est-ce que la situation française ne traduit pas, vous qui avez un regard extérieur et notamment américain, est-ce qu'on n'a pas tout simplement baissé les bras face aux anti-vaccins en alimentant cette peur? C'est-à-dire que... Non, mais c'est exactement ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... c'est toujours plus facile rétrospectivement, mais on s'est dit, bon, il y a cette peur, et donc on montre qu'on fait les choses par étapes. Et la décision de commencer par des EHPAD, pourquoi pas, c'était bien, à condition d'aller vite sur les EHPAD, et là, on arrive au problème. Et donc, effectivement, et puis, on a l'impression qu'on s'est fait dépasser par une vague plus réaliste de pays qui ont plus foi dans la médecine et dans le vaccin. Et effectivement, on se retrouve dans une situation où la stratégie initiale doit être revue. Alors, c'est ce qui est en train d'être fait, manifestement. Mais oui, c'est exactement ça. Et puis, on a entendu, il faut être honnête, on a entendu sur beaucoup de plateaux des gens qui sont venus dire des choses assez irresponsables sur les risques. Les Britanniques, 1 million de vaccinés. Enfin, excusez-moi, alors justement, il y a un truc... Alors qu'on reprochait à ce pays d'être foutu de mettre en place des règles de distanciation au début. Il y a un truc incroyable qui est en train de se passer en Angleterre, parce qu'eux, ils veulent arriver vraiment au maximum de, si possible, l'immunité collective, c'est-à-dire plus de 50-60%. Ils sont en train de dire on va faire peut-être des vaccinations avec une seule dose. Le Pfizer et le Moderna, c'est tellement bon, on fait une seule dose et puis on verra après si on fait la deuxième dose. Et surtout, ils vont mélanger l'AstraZeneca parce qu'on a 3 vaccins, hein. 2 qui sont les 2 premiers dont tout le monde parle, puis un 3e qui arrive qui marche un peu moins bien, qui est l'AstraZeneca. Et je pense que Christian Bréchot, moi j'étais très surprise de cette technique-là, parce qu'on n'a aucune étude, hein, c'est la pièce totale. Christian Bréchot a l'air de dire que c'est une très bonne technique. Disons que je trouve que ça fait sens de se dire qu'on va commencer avec un vaccin et puis avec un autre derrière.
Il faut bien sûr faire une étude, hein, il faut voir les choses. Mais je trouve que ça fait sens par rapport à d'autres approches de vaccination. Je trouve également que l'approche de dire une dose, alors il y a une part de risque. Les États-Unis ont choisi de ne pas faire ça. Oui. Mais c'est une formule luxe de ne pas le faire. La logique britannique, je trouve qu'elle est intéressante à réfléchir. Elle consiste à dire, voilà, on fait une dose, on circonscrit le problème, on est vraiment dans une situation d'urgence. On reviendra. C'est le phénomène du blast, c'est-à-dire oui, voilà, exactement. Vaccination voilà, massive. Voilà, exactement. Et puis on reviendra dans 3 mois en fonction de ce qu'on aura appris, ou bien on complétera avec des vaccins. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans ces autres vaccins, certains vont stimuler une immunité un peu différente, qu'on appelle cellulaire, ce qui peut être important. Delphine Chaloutot, je rêve où on a vu réarriver des vaccins contre la grippe. On a vu un petit peu de... Oui, il y a eu un stock d'État qui a été libéré. Mais c'est bien que vous en parliez parce que parce que ça nous dit quelque chose de ce qui peut se faire demain. Oui, pourquoi pas. Mais je rebondis sur ce que disait Jean-François et je reviens à votre question initiale. Pourquoi une telle lenteur? Et Jean-François disait, il y a ce consentement. Peut-être qu'aussi, on a une lourdeur administrative en France qu'il n'y a pas eu ailleurs. Pourquoi est-ce qu'en une semaine, les pharmaciens ont pu vacciner 1,3 million de Français contre la grippe? Oui. Ça veut dire qu'on peut avoir cette capacité aussi. On peut aussi, si on décide de dire, bon, allez, maintenant, le patient qui est en bonne santé, qui n'a pas de difficulté, il n'y a pas besoin qu'il y ait toute cette machinerie avant qui va faire perdre un temps de dingue. Donc, il suffit d'alléger un petit peu la procédure sans risque, sans danger pour le patient. Et on y est tous. Et si on s'y met tous, toute la population française peut être vaccinée. Mes patients me le disent. Madame Chaloutot, quand est-ce que vous nous vaccinez? Tout le monde est prêt. Ah bon? Ah oui, oui, oui. La majorité de votre patientèle vous le demande. Ça va se libérer comme c'est passé avec la grippe. Ça va d'un seul coup, tout le monde vouloir être vacciné. Il faut savoir, juste pour terminer... C'est quand même un drôle de pays. Oui, mais il faut savoir que... En termes de psychologie sociale, c'est invraisemblable. Yves, ce qui est intéressant sur le mélange des deux vaccins, là, c'est que 1 + 1 égale pas 2, 1 + 1 risque d'égaler 3. C'est-à-dire que le vaccin... Il faut faire l'étude, mais on est d'accord là-dessus. Non, mais on est absolument d'accord. Moi, je trouve ça très intéressant. Excusez-moi, ça veut dire quoi? Vous mettez le Pfizer, et puis un peu plus tard, vous mettez l'AstraZeneca qui est d'un autre type. Oui. On ne va pas avoir une vaccination normale, on aura peut-être une vaccination qui sera bien meilleure que la vaccination avec un seul. Alors, en France, on rappelle pas de vaccinodrome en tant que tel. On serait tenté d'ajouter, comme partout ailleurs où ça va plus vite en ce moment. Seule habilité pour l'instant, les médecins référents et les infirmiers. Sous contrôle de ces derniers, le ministre de la Santé annonce, lui, une centaine de centres dans nos hôpitaux et, selon la formule habituelle, dans les meilleurs délais. Cécile Bartoli, Arthur Lindon et Margot Bachelier. Dans l'arrière-boutique de cette pharmacie, vacciner fait partie des gestes quotidiens. Au moment de la vaccination contre la grippe, nous avons également réalisé les vaccins contre la grippe dans ce local de confidentialité et on peut tout à fait envisager la vaccination contre le Covid-19 dans ce local de confidentialité sans problème. Comme l'ensemble des pharmaciens, Béatrice n'a pas l'autorisation d'injecter le vaccin contre le coronavirus. Selon elle, sa corporation ferait les frais d'une lutte d'influence entre professions. Bien évidemment, nous souhaitons pouvoir vacciner nos patients contre la Covid-19. Malheureusement, on est encore dans des postures corporatistes et qu'aujourd'hui, il faudrait dépasser ça et que l'intérêt collectif doit dépasser les postures corporatistes. Seule prérogative de certaines pharmacies, stocker et livrer les doses de vaccins aux EHPAD et aux hôpitaux. Les médecins généralistes, eux, pourront vacciner dans leur cabinet. Pour l'instant, faute de vaccin, ils se contentent de rassurer leurs patients. Aujourd'hui, la première personne à vacciner, c'est la reine d'Angleterre. La deuxième, c'est moi. Et la troisième, c'est vous. Bonjour. Le gouvernement veut s'appuyer sur les 52 000 généralistes du territoire pour vacciner en masse dans les cabinets. Mais pour atteindre cet objectif, il faudra d'abord répondre aux exigences de conservation du vaccin. On peut imaginer une validation par médecin généraliste de chaque patient vulnérable et pour lesquels la vaccination est recommandée. Et puis peut-être après une organisation avec les autres acteurs, les infirmières par exemple, puisque une contrainte technique du nouveau vaccin, c'est d'avoir un congélateur et d'utiliser très rapidement les flacons. Donc chaque médecin ne pourra pas le faire dans son propre cabinet, mais on peut s'organiser avec les acteurs du territoire. 27 centres hospitaliers proposent la vaccination contre le Covid-19. À partir de demain, il y en aura 4 fois plus. Pas de maladie à déclarer, si j'ose dire. Des allergies sévères connues? Non.
Dans les hôpitaux, les infirmiers vaccinent déjà, mais seulement sous le contrôle d'un médecin référent, ce qui ralentirait le processus de vaccination. C'est pas l'infirmière qui était bonne, c'est le produit qui fait pas mal. On a toujours tendance à rajouter des couches de technostructure. Lorsque on vous sort un guide de 68 pages pour vous expliquer comment faire une vaccination Covid, alors que chaque année on vaccine contre la grippe les personnes âgées, on pourrait éviter ce genre de lourdeur. Cette corporation suggère la mise en place d'une équipe mobile qui s'appuierait sur les infirmiers libéraux pour aller par exemple vacciner à domicile. Qu'est-ce qui s'est passé entre les professions de santé là? Pourquoi on n'a pas cette harmonie tellement logique pour nous emmener dans le même allant, si je puis dire? Moi, ça m'a beaucoup déplu parce que je pensais que ça ne serait pas un problème de catégorie et c'est ce qui s'est passé. C'est pas bien de la part de nos confrères généralistes d'avoir tout fait pour bloquer les pharmaciens. Ça me fait des années que ma pharmacienne, non mais voilà, hop, ouais. Quand les vaccins arrivent pour la grippe, je lui tends l'épaule, en 2 minutes c'est fait. Elle n'a pas le temps de lire les 69 pages, donc c'est pour ça que... D'autant que là, la vous demande demandez sera à le telle, faire. Mais la demande sera telle qu'on n'aura pas le choix. Les médecins généralistes à eux seuls ne peuvent pas vacciner la population française. C'est pas possible. Ce matin, le professeur Juvin disait qu'il faudra faire feu de tout bois. Oui. Tous ceux qui savent piquer doivent piquer. Christian Bachot. Il y a 2 points. Je pense que il y a eu des réactions allergiques. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a vraiment eu très peu. Mais il y en a eu quelques-unes, il faut le dire. Donc effectivement, ce qu'il faut... Et moi, je suis vraiment entièrement d'accord avec ce que vous dites, la combinaison médecin généraliste. Je crois qu'on arrivera en plus à des vaccinodromes, personnellement. Mais bien sûr. Et je pense que ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est un vaccinodrome pour médecins, en fait. Exactement. Donc, en fait, ça va venir pour les autres. Et donc, mais il faut effectivement que, par ailleurs, on garde une surveillance, je dirais, importante et qu'on soit en capacité d'intervenir s'il y avait des effets secondaires. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on voit que ces effets secondaires, mais il y en a très très peu. À Tampa General Hospital, ils ont vacciné presque 3000 personnes en 1 semaine. Il y a eu 1 personne qui a fait une réaction allergique, ça c'est vrai, qui s'est terminée très très bien, je dirais, qui a été surveillée. Mais donc, on s'aperçoit, et là aussi il y a une accélération un peu de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est parti sur quelque chose où il fallait être très 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 prudent, etc. etc. Et puis on s'aperçoit que les autres à côté, ils ont déjà démarré. Et donc il faut rattraper. Et que tout le monde va finir par le réclamer, même dans ce pays qui a cet état d'esprit un peu particulier. En dehors d'un petit noyau, malheureusement, de personnes actifs. Très actifs. Sur les réseaux sociaux en particulier? Très actifs, oui, très très actifs. Ça vous inquiète? Oui. Oui, je pense encore une fois que je crois beaucoup à la valeur d'exemple. Et donc je pense que, en plus, quand on dit il y a 5 millions de vaccinés, 1 million en Israël, les gens se disent bon d'accord, mais c'est pas... Quand ils verront à côté de chez eux, le voisin, la voisine qui ont été vaccinés, je pense vraiment que ça va changer. Mon épicier m'a dit ce week-end, si tu te vaccines, je me vaccine. L'exemplarité, ça commence là. Étant médecin dans une émission aussi importante que la vôtre, je dis que l'exemplarité, c'est de dire, je dis depuis toujours, dès que je peux, je me vaccine. J'ai décidé de me vacciner depuis ce matin. Et c'est là où le problème commence. Alors allez-y. Le problème, c'est que j'ai, comme tout le monde, appelé l'Hôtel Dieu. Ils vont vacciner tout Paris, tous les médecins de Paris. Autant vous dire, c'est impossible. Les lignes téléphoniques ne fonctionnent pas. Après, il faut prendre sur rendez-vous. Donc, après, On peut prendre rendez-vous sur Internet, au témoin d'août. Oui, d'accord. Je n'ai pas pu prendre rendez-vous sur Internet. Et puis après, j'ai appelé, mais je me suis dit, attends, on ne va pas vacciner qu'à l'Hôtel Dieu. Donc, j'ai appelé tous les hôpitaux où j'ai des copains en disant ça. On ne sait pas encore. Oui, on va peut-être prononcer un truc. Alors, vous comprenez, si on ne peut pas se faire vacciner quand on est volontaire, quand on a des réseaux et tout ça, c'est inquiétant pour on est d'accord. Et il faut dire que dans le reportage, on parlait de conditions de conservation qui étaient difficiles. C'est uniquement pour le Pfizer. Le Moderna, il est beaucoup plus facile. Les pharmaciens, ils vont pouvoir travailler avec le Moderna. Ils auront 1 semaine pour faire les doses. Donc c'est ça pour vous dire que maintenant, la vaccination, elle peut quitter l'hôpital et puis partir en ville, si j'ose dire. Et en sachant que les vaccinodromes allemands, c'est vrai que les Allemands, on dit toujours, mais quand on regarde comment ils fonctionnent, on voit là quand même pourquoi ils vont vacciner plus vite qu'eux. Est-ce qu'on a un degré d'évaluation des différents vaccins? Et alors, je vous pose la question plus directement, Christian Bréchot, quel est le meilleur? Voilà. C'est pas facile. Non, c'est la question que me pose ma famille en permanence. Vous savez quoi? Votre famille a un comportement très sain. Voilà. Oui, et vous leur répondez quoi? Je suis honnête, donc je leur dis je ne sais pas.
Vous ne savez vraiment pas? Non, je ne sais vraiment pas. Non, je pense très sincèrement, en fait, blague à part, que entre Moderna et Pfizer-BioNTech, ça se tient vraiment à peu près pareil. AstraZeneca, on nous dit sur les premiers résultats que c'est un petit peu derrière, avec 70% par rapport à 95%, mais ils sont en train de refaire des études très intéressantes. C'est énorme, 70%. C'est énorme. Oui. Mais bien sûr. Si on nous avait dit... C'est plus que la couverture du vaccin antigrippal habituellement. Bien sûr. Si on nous avait dit 70% le 8 novembre, c'est-à-dire avant l'annonce du 9 novembre, on aurait pris comme ça. Non, c'est pour ça que je pense que les choix, ce qui va être très important, effectivement, c'est les questions de conservation, ça c'est très clair. Et alors, le vaccin AstraZeneca va être intéressant aussi, parce que il va arriver il peut être conservé à température ambiante, donc ça va encore plus simplifier. Je crois qu'on va voir une évolution dans les 3-4 mois qui va être très importante. Mais pour répondre très directement, je pense qu'entre les deux vaccins qu'on a actuellement, je pense que ça se vaut. Ça se vaut, sincèrement. Oui, vraiment. Le seul avantage, c'est qu'il y en a qui se conservent mieux que l'autre. Voilà. Plus aisément, oui, vous voulez dire. Oui, donc avec moins de risques. C'est le même prix? Oui, c'est un peu moins le même prix. Tant que l'AstraZeneca est beaucoup moins cher. Ouais. Il faut revenir sur l'idée que ce vaccin ARN est une révolution technologique avec une sécurité incroyable. C'est vrai que ça peut faire peur. Qu'est-ce qui vous permet de le dire, pardonnez-moi? Mais parce que je me suis un peu renseignée, j'ai discuté avec des spécialistes. Je ne dis pas, je trouve ça super comme ça. Donc j'ai essayé Les gens qui m'ont posé des questions m'ont nourri aussi pour poser des questions à des spécialistes. Et les réponses sont complètement rassurante. Sur Twitter, l'autre jour, un médecin disait un truc très intéressant. Ce vaccin ARN, c'est le facteur qui vient déposer dans la boîte aux lettres le mode d'emploi pour fabriquer les anticorps. Et en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Et il n'y a pas de pénétration dans le noyau de la cellule. Il faut arrêter de parler de thérapie génique. Ça ne modifie pas notre structure d'ADN. Il faut arrêter avec cette idée. C'est juste une révolution et on découvre tous les jours une sécurité qui est extraordinaire. Donc il faut arrêter avec cette défiance qui est entretenue parce qu'il faut une immunité collective pour sortir de cette crise. Et on a un essai clinique de 10 millions là, qui est en cours. C'est-à-dire qu'il y a déjà 10 millions de personnes qui ont été vaccinées. Donc s'il y avait des trucs graves déjà on est sûr que la période de vaccination est safe, bonne. Ça, il y a trop de gens vaccinés maintenant pour qu'on puisse dire le contraire. Après, effectivement, dans 6 mois, dans 8 mois, on verra, on va suivre. Alors, pour suivre ce que vous dites, il faut toujours rappeler aussi qu'il y a eu 20 ans de travail, de recherche. On a eu l'impression, moi je comprends les gens, on leur a dit un jour, voilà, il y a un vaccin ARN. Il y a un nouveau truc qui déboule. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi, etc. Et effectivement, en fait, il y avait eu 20 ans de travail. Il y avait eu déjà des essais de phase 1 pour essayer sur Zika. Nous, quand j'étais directeur de l'Institut Pasteur, on avait eu des premières collaborations. Donc, c'est pas quelque chose... Vous voulez dire que c'est le fruit d'une continuité de travail dans la durée? Exactement. Et d'ailleurs, il y a une personne qui a joué un rôle très, très important là-dedans, et j'espère qu'elle sera récompensée comme chercheur, avec une ténacité depuis des années, puis des équipes, etc. Donc il y a ça. Et puis il faut toujours rappeler, il y a quand même eu des agences américaines, européennes, au Royaume-Uni qui ont vu les datas. Ils les ont vus très tôt. Et ça, j'ai trouvé ça exemplaire. Les datas sont les résultats les résultats, pardon. Et informatisés par ailleurs. Exactement. C'est-à-dire grand nombre. Voilà. Et même avant que les résultats soient devenus publics, ces compagnies avaient transmis aux autorités réglementaires les résultats qui arrivaient. C'est-à-dire que les évaluations ne se sont pas faites sur un coin de table en 8 jours, parce qu'il y avait une pression, mais au bout d'un certain temps. Et puis les critères, enfin, pour les vaccins ont été les mêmes que les autres critères pour les vaccins. Et puis finalement, c'est ce que vous venez de dire, il y avait des gens qui disaient « oui, mais tu comprends, moi je préfère quand même attendre un tout petit peu ». Bon, très bien, ça y est. Ils sont là. On est dedans. Deux choses. D'abord, moi, ça fait 20 ans que j'entends parler des ARN messagers dans les congrès de cancérologie et faites-moi confiance qu'après le vaccin, il y a des choses qui arrivent. Et puis je sais pas que des congrès de ce type, vous en avez fait une tripotée. Et puis, je ne sais pas si on parle de la même personne, mais il y a quelqu'un qui vient de chez Mérieux qui s'appelle Monsieur Bancel, c'est lui dont vous parliez? Non, c'était un autre. Celui aussi, qui était à chez Mérieux et qui est le PDG de Moderna, qui a été fabriqué son vaccin aux États-Unis. Que voulez-vous dire par là? C'est-à-dire que c'est un chercheur. On a des grands professionnels qui sont là-dessus. C'est un chercheur français qui travaillait depuis longtemps dessus. Alors du coup, j'en reviens à ma question qui sera réitérée sans doute pendant toute cette émission, c'est comment fait-on pour accélérer le mouvement? Le docteur Valencien, qu'on reçoit régulièrement sur ce plateau, propose de vacciner dans nos bureaux de vote. Enfin, ce qu'il veut dire par là, c'est en 2 week-ends de vote,
de 8h du matin à 18h pour les petites villes et jusqu'à 20h, on fait rentrer 30 millions de Français sans difficulté quand il faut aller voter. Je suis désolé, la dernière fois que nous sommes allés voter, et alors en plus en période de pandémie, ça s'est très bien passé, on respecte les distances. Non mais même si c'est un peu excessif. Non, c'est que vous avez plus de je pense que cette image est forte. Oui, elle fait comprendre les choses. Raison, oui, on peut vacciner 30 millions de Français en 2 week-ends. Sauf qu'on n'a peut-être pas autant de bénévoles et de gens qui soient vaccinés qu'il y a des gens qui sont capables de dire Yves Calvi a voté. Donc faut savoir le personnel. J'entends bien. Mais vous êtes en train de décrire le vaccinodrome. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, c'est ce qui va se passer. Mais attendez, faites pas d'illusions. Tout le monde a dit non au vaccinodrome, même notre président l'a dit et tout ça. On y va tout droit parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et avec l'aide des pharmaciens, avec l'aide de tous les gens qui vont venir vacciner dans des endroits où ça va se passer rapidement. Oui, ou même les deux systèmes confondus, le cabinet, l'infirmier à domicile, la pharmacie, le vaccinodrome. Plus les lieux de vaccination seront nombreux et plus on vaccinera. Donc il faut tout utiliser. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je voulais juste aller dans votre sens, de dire qu'il faut arrêter d'opposer vaccination par des généralistes et des pharmaciens et vaccinodrome. Ça peut être tout à fait complémentaire et c'est comme ça qu'on y arrivera. Je peux vacciner dans ma pharmacie le matin et aller dans le vaccinodrome, même si je n'aime pas le terme non plus, l'après-midi. En n'oubliant pas une chose, c'est le rendez-vous pour la deuxième dose, parce que ça, on l'oublie. Oui. Mais ça, c'est important et que la structure est bien faite, on repart avec le rendez-vous. À condition qu'on ait la deuxième dose, hein. Parce que vous nous avez tous dit, et je ne doute pas que vous soyez sincères, que déjà une première dose suffit, parce que de toute façon, il y a un côté, un effet blast qui était recherché. Franchement, un stagiaire de seconde est capable de nous dire combien on a commandé de doses et quand est-ce qu'on les avoir livrées. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas ces chiffres-là. Parce que là, de dire on va en avoir 1 million dans 15 jours, moi j'aimerais bien savoir sur les 2 premiers mois de l'année, combien on a commandé de doses, à qui et quand est-ce qu'on va les avoir. Si on ne peut pas nous dire ça, c'est qu'il y a un mensonge sur les doses. Si ça ne va pas vite, c'est sans doute aussi parce que les Français sont réfractaires. Pour se couvrir, les autorités ont mis en place un consentement qui précède de 5 jours la vaccination. Je vous le rappelle, à ce rythme-là, on comprend mieux les retards. Alexandre Hébert. Il fait ça bien. On va essayer, hein. On y va. Vas-y. Allez. C'est le jour J pour France. Sous l'œil des photographes et des caméras, cette résidente d'un EHPAD s'est portée volontaire pour être vaccinée contre la Covid-19. Jacques, lui aussi, a accepté d'être le premier résident de son EHPAD à recevoir le vaccin. Rien d'anormal, selon lui. Vous sentez quoi, là? Ça y est? Rien, j'ai rien senti. Je sais même pas s'il m'a piqué, vraiment. Je me suis fait vacciner pour la grippe avant. Là, c'est pareil. On ne fait pas des vaccins pour tuer les gens. On fait des vaccins pour essayer d'estomper, au contraire, un avenir incertain. L'aboutissement d'un processus très encadré. Le choix s'effectue sur la base du volontariat et de l'état médical du patient. Il faut donc qu'il y ait une prévisite vaccinale qui atteste du bon état médical du patient. Et la deuxième chose, c'est la recherche de son consentement. Bon, vous savez que malheureusement, dans nos EHPAD, nous avons un certain nombre de personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc nous allons en première intention viser les résidents qui peuvent donner leur consentement librement. Donc... Le consentement au cœur de cette campagne de vaccination. Tout commence par une première visite médicale 5 jours avant l'injection. Le médecin vérifie les allergies et l'état de santé du patient, puis inscrit noir sur blanc son consentement dans son dossier médical. Vient ensuite un délai de réflexion de 4 jours. Le patient retourne alors une deuxième fois voir son médecin pour recevoir la première injection du vaccin. Ça a été 21 jours plus tard, il devra y retourner une 3e fois pour la dernière injection. Un consentement d'autant plus difficile à obtenir que le vaccin suscite une forte défiance. 58% des Français refuseraient de se faire vacciner selon un récent sondage. Dans le détail, ce sont principalement les ouvriers qui le refusent, 73%. Les cadres, eux, sont seulement 38%. Et dans la rue, les avis sont très partagés. Au mois d'avril-mai, tout le monde disait vivement que le vaccin arrive, y compris moi. Donc aujourd'hui, il arrive. Je suis forcément partant pour me faire vacciner et participer à un effort que j'espère collectif. On n'a pas donné assez de temps pour savoir ce que ça allait donner. Maintenant, il y a des personnes qui l'ont fait. On va voir ce que ça donne. Mais moi, personnellement, je n'y crois pas. Je ne suis pas pressé de me faire vacciner. Comme beaucoup de Français. Je n'ai pas spécialement envie de me faire vacciner. Alors,
Cette défiance a-t-elle influencé le gouvernement dans la mise en place de ce protocole, jugé excessif par l'Académie de médecine? Le gouvernement n'a pas prévu pour l'instant de l'alléger, mais il a promis d'accélérer la campagne de vaccination. Même l'Académie de médecine nous dit qu'il faut aller plus vite. Enfin, pardonnez-moi, ils ont ouvert des parapluies parce qu'ils ont la pétoche de ce qui va leur tomber dessus. Et je dis ça sans mépris parce qu'on est quand même dans un pays où maintenant, dès qu'un responsable politique prend une décision, il se demande si 3 mois après, il ne va pas avoir un procès, ce qui me paraît très inquiétant pour le fonctionnement de la démocratie. Et puis n'oubliez pas les négociations entre les syndicats et la CNAM, c'est toujours c'est eux qui ont rajouté je suis désolé, c'est les syndicats de quoi? De médecins qui ont rajouté la consultation préalable. Vous savez comment nous appellent les autres pays, les médecins des autres pays? Ils disent que la France, c'est l'Absurdistan. Ça veut bien dire ce qu'ils pensent de notre façon de vacciner. On passe pour des dingos, ça explique qu'il soit déjà 1 million en Israël. Oui, et puis qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a... Alors cette consultation-là, je pense qu'elle ne sert pas à grand-chose. D'abord, on peut faire la même chose avant de vacciner. Et puis surtout, on vous dit, bon, réfléchissez bien pendant 5 jours, parce que c'est évident qu'il y a un doute. Enfin, si on veut foutre la trouille aux Français, il n'y a pas un meilleur moyen. Et vous savez, le balancier, quand il va, parce qu'on l'a vu pour la grippe, le balancier, quand il va repartir dans le sens de la vaccination, on n'est pas très loin, parce qu'il faut qu'il y ait 30% de gens qui refuseraient de se vacciner, ça fait 70% qui veulent se vacciner, et là, on est bien. Je reprends cet argument et je l'inverse. Très bien. Je me mets à la place d'un gérant d'un bar, d'une brasserie, d'un restaurant qui voit sa boîte couler, qui est obligé d'aller au Resto du Cœur aujourd'hui pour faire bouffer sa famille. Dans quelle mesure est-ce que lui aussi ne pourrait pas porter plainte en disant il y avait un traitement, on aurait pu sortir de cette crise, mais vous n'avez rien fait et vous avez mis une lourdeur administrative telle que aujourd'hui, moi, je suis dans une situation qui est irréversible. Et c'est justement parce que vous aviez les moyens et vous ne les avez pas mis en place. Il faut aussi, c'est un argument que j'utilise beaucoup dans ma petite pharmacie, mais qui touche les gens. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des situations de précarité totale à cause de ce virus. Et quand on se vaccine, on participe à cet effort collectif pour eux aussi et les sortir de là. On connaît tous quelqu'un qui a été licencié, dont la situation est difficile. Il faut penser à lui quand on se vaccine. Donc cette lourdeur administrative ne va pas dans le sens de la sortie de cette précarité et de ces drames familiaux et humains. Non, c'est terrible à entendre. C'est vraiment terrible. Alors encore une fois, on voyait très bien, il y a le noyau de ceux qui feront jamais, puis ceux qui vont quand même se laisser convaincre. Mais effectivement, il y a eu 1 mois où on est passé d'une phase où il fallait encore être prudent. Enfin, il y avait vraiment des gens qui ont été un peu nocifs, il faut dire-le clairement. Et l'accélération a été telle qu'on se trouve dans une situation qu'effectivement, on regarde toutes ces précautions, on dit, mais enfin, écoutez, il faut avancer. Et effectivement, on comprend pourquoi ça a été réfléchi au départ comme ça, mais il y a un switch, enfin, il y a un changement qui doit être fait de façon très, très rapide dans la manière de penser, effectivement, cette vaccination qui ne doit plus être vue comme une vaccination ovni. Alors, plus d'1 million de doses à partir de mercredi. Est-ce qu'on peut dire, pour reprendre le titre de cette première partie d'émission, que justement, après l'embrouille, c'est reparti et qu'on rentre dans un univers qui vous paraît plus logique et faut être raisonnable. Il faut être raisonnable, Yves. On a un pays qui va mal, on a des gens qui sont dépressifs, on a des gens qui sont en train de mourir de ne pas pouvoir rouvrir leur magasin et tout ça. On a mis au point un vaccin qui va peut-être susciter quelques trucs. Mais à côté on a envie de vivre. Attendez-moi, on commence à avoir du recul puisqu'on a des millions de gens qui sont déjà vaccinés autour de la planète. Et là, on a des millions de gens qui vont déposer le bilan, qui vont aller mal. Et ça. On a l'outil pour qu'on revive normalement. Et on a encore des pistes froids qui vont dire ah bah oui, mais peut-être. Mais vous n'avez pas envie de revivre, vous n'avez pas envie de retourner dans un bar, vous n'avez pas envie de pouvoir embrasser vos parents. Ça. Juste une chose, est-ce que comme toujours depuis le début de cette histoire, la pénurie n'a pas tout simplement dicté la doctrine ? C'est-à-dire qu'on manquait de vaccins et donc on met en place une course de haies invraisemblable. C'est pour ça que je vous dis, j'attends qu'on nous donne le chiffre, ce qui est simple, combien on a commandé de doses et à quel rythme elles vont arriver. Ils le savent, obligatoirement, sinon c'est des incapables. Et les problèmes logistiques sont aujourd'hui des... Ça, c'est autre chose, on va les résoudre.
On est d'accord. Bon, le ministre de la Santé nous dit que ça sera 1 million mercredi prochain. On va le savoir si on peut commencer à partir de ce moment-là à vacciner massivement. On est d'accord. 1 million par semaine, il faut 35 semaines pour vacciner 35 millions de Français. Ça fait du temps. Donc l'objectif là qui est très important, c'est les 15 premiers millions. Il y a 15 millions de personnes à vacciner d'urgence. Cela, ça va faire 15 semaines. Ouais, c'est un point très important sur la stratégie. Parce qu'effectivement, 15 millions bien ciblés avec effectivement les EHPAD pour prévenir des complications et les personnes qui sont dans les chaînes de transmission, bien sûr le personnel soignant, mais aussi, et c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis, ce qu'ils font au Royaume-Uni de façon très forte, les différentes personnes qui dans la vie courante sont à l'interface et font partie des chaînes de transmission. J'ai une question à vous poser. Le président de la République a été officiellement malade et atteint. Est-ce que vous pensez que ça change sa perception de ce qui se passe en ce moment? Jean-François Lemoyne. Déjà, il est protégé, donc peut-être qu'il est moins pressé d'être vacciné que les autres, bien qu'on dise qu'il faut aussi vacciner les gens qui ont eu la maladie. Il peut y avoir des conséquences neurologiques? Non. C'est tabou dès qu'on touche à la santé de nos professeurs. De la vaccination? Non, de la maladie qu'il a eue? Oui. Oh, on peut lui donner tout ce qui peut se passer dans un Covid, mais là, apparemment, il a l'air d'aller bien. Il est jeune, il était en bonne santé, il n'a pas été hospitalisé, il a eu juste quelques signes, donc on peut supposer que, à part il n'avait pas bonne mine pendant un moment. Peut-être qu'il, vous savez, un des problèmes, c'est les gens qui n'ont plus de goût et plus d'odeur. Oui. Hein. Eux, ils vivent ça très très mal. Bon, maintenant, peut-être qu'on lui mettra des panneaux marqués l'odeur. Hein. Vous avez vu des patients en mauvais état, vous? Ah oui, puis des patients avec des séquelles très très longues, sur un très très long terme, qui souffrent et qui en plus se sentent incompris. Et c'est ça qui est difficile. Il y a une souffrance psychologique avec l'idée qu'ils se sentent incompris. Un dernier mot, Christian Bréchou, puisqu'on a la chance de vous avoir et que vous êtes toujours entre la France et les États-Unis. Vous nous dites qu'il faut y aller. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Et en un mot, ce que vous venez de dire sur les séquelles, sur ces fatigues, etc. Moi, je suis très choqué quelquefois quand des gens nous disent « c'est pas très grave, ça vaut pas la peine de prendre de risques en prenant des taux de mortalité uniquement ». On oublie toutes les personnes qui ont des conséquences, mais vraiment fonctionnelles très graves et qui ne sont pas comptabilisées dans les statistiques. La réponse à votre question, c'est oui. Il faut vraiment y aller. On a une chance vraiment extraordinaire qu'on n'aurait absolument pas imaginé. Moi, le premier, en mars dernier, eh bien, il faut prendre notre chance. Merci infiniment les uns les autres d'avoir participé à cette première partie d'émission. Dans un